Bonjour et bienvenue à une autre capsule sur l'histoire des Oscars. Aujourd'hui, on s'intéresse à la deuxième catégorie meilleur film de cette première édition-là. Une catégorie intitulée Best Unique and Artistic Picture. C'est une catégorie en fait qui va disparaître dès l'année suivante, puis qui a été créée selon moi, parce que c'est pas trop clair là, pourquoi est-ce qu'on a créé ça, mais c'est essentiellement remis à des films peut-être un peu moins grand public, là, qui cadrent moins avec l'aspect commercial du cinéma hollywoodien. À l'époque, en fait, on considérait même sur le même pied cette catégorie-là et celle de meilleur film, mais avec l'abolition de cette catégorie l'année suivante, on en est venu un peu à considérer Wings comme le premier meilleur film. Puis c'est ça, de ce qu'on a vu, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est des films qui se démarquent par leur style ou leur forme particulière, un peu moins conventionnelle, disons. Il y a 3 films qui sont en nomination pour cette catégorie-là. En fait, Chang, A Drama of the Wilderness, du studio Paramount Famous Lasky. The Crowd de Metro-Goldwyn-Mayer et Sunrise, A Song of Two Humans de Fox. C'est ce dernier qui va gagner le premier prix, en fait le seul prix de cette catégorie-là de l'histoire des Oscars. On a pu observer les 3, puis c'était 3 films quand même assez intéressants, là, je pense qu'on s'entend là-dessus. Ben oui, tout à fait. Dans le fond, tu sais, Chang, qui est un documentaire là, qui peut rappeler un petit peu Nanook, pour ceux qui écoutent aussi notre podcast Criterion, qui est un documentaire des années 20 déjà, là, fait que, tu sais, bon, c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, on a 2 autres, The Crowd, dont on a déjà parlé, là, que Mayer détestait pour mourir, qui est le premier film à présenter une toilette, rien de moins. Puis, finalement, ben, Sunrise, qui, moi, je le trouve pas exceptionnel. Tu sais pas ce que tu manques. Ben non, mais tu sais, c'est ça, j'ai trouvé que c'était vraiment simple comme récit, mais bon, apparemment, un des meilleurs films de l'histoire, rien de moins. Ouais. Fait que, ben c'est ça, on va pouvoir vous présenter ça. Donc, je sais pas par quoi tu voulais qu'on commence, Chang, mais donc c'est ça, Chang, un documentaire de 1927 de Marion C. Cooper, qui est par la suite nommé en 1953 pour The Quiet Man, en plus de recevoir aussi un prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière la même année. Donc, Marion C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, qui ont fait notamment King Kong, le premier évidemment, et aussi The Most Dangerous Game. Je me rappelle pas de l'année, 1930. Bon, voilà, puis Most Dangerous Game, qui était aussi dans la même lignée là, que King Kong, là, ils ont récupéré plein de matériel, plein de décors, tout ça. Chang qui s'inscrit un petit peu dans la même idée que King Kong, on peut le dire comme ça, qui est un peu dans le fond, King Kong, qui est un film sur des explorateurs, réalisateurs qui vont explorer la jungle, tout ça. On pourrait dire en fait que c'est ça, c'est comme le résultat du film King Kong d'une certaine façon là, parce que King Kong, c'est ça met en vedette un réalisateur qui va découvrir quelque chose, alors que ça c'est les réalisateurs Cooper et Schoedsack qui ont découvert, pas découvert, mais qui ont mis en image ça. Fait que c'est comme un peu le résultat de King Kong. On regardait King Kong, la production, là, dans le fond. Mais là, cette fois-ci, on s'intéresse beaucoup plus à une partie de la Thaïlande. Mais en fait, aujourd'hui, c'est en Thaïlande, mais on dit dans une jungle du nord de Siam, qui va être un peu dérangée là, par des éléphants, essentiellement, parce que Chang, c'est comme ça qu'on appelait les éléphants là, dans leur langage, j'imagine. Parce que c'est ça, on les appelle les Chang, là, puis tout le film, on essaie de... Chang, je pense que c'est comme une horde légendaire ou mythique d'éléphants, là, puis les villageois croient pas qui vont venir les attaquer, puis finalement il y a le Chang qui apparaît là. Je pense que c'est comme ça, mais pendant tout le film on sait pas trop à quoi ça fait référence. Chang, il y a plein d'animaux, on voit beaucoup de torture animale aussi là, puis c'est ça, plein de pièges là qui sont tendus à plein de variétés d'animaux. La famille habite avec un singe, tu sais, il y a comme c'est quand même c'est sympathique, puis c'est quand même assez impressionnant aussi. Donc voilà, voulais-tu présenter les autres? On va présenter donc sinon il y a The Crowd qui est du réalisateur
réalisateur King Vidor, qui est un des plus grands réalisateurs de l'âge d'or d'Hollywood, nommé 5 fois comme meilleur réalisateur. Évidemment, The Crowd, on en a déjà fait mention dans notre épisode sur l'Oscar du meilleur réalisateur. Alléluia en 1930, The Champ en 1932, The Citadel en 1939 et War and Peace de 1957, en plus d'un prix honorifique remporté en 1979. The Crowd, c'est un film de 1928, un drame, un film romantique, il n'est pas très romantique, mais en tout cas, il y a une histoire d'amour, fait qu'on catégorise ça comme un film romantique, qui inclut en fait Eleanor Boardman, qui était la deuxième femme du réalisateur. Là, je sais pas, je pense que c'est peut-être arrivé après le film, mais bon, voilà. Il y a James Murray qui joue le rôle principal, Burt Roach et Estelle Clark. Donc, ça raconte en fait la vie de John Sims, qui est un Américain moyen, disons, de sa jeunesse à sa vie adulte, où il tente de réussir à New York et à s'élever de la crowd, en fait, de la foule, pour connaître du succès, essentiellement. Puis le troisième film, c'est celui qui va remporter en fait, c'est Sunrise, A Song of Two Humans de F.W. Murnau, qui est bien connu en fait là, comme le réalisateur de Nosferatu, de Taboo, avec le réalisateur aussi de Nanook of the North, Robert Flaherty, pardon. Et The Last Laugh, qui ce sont des chefs-d'œuvre en fait d'expressionnisme allemand. C'est un des réalisateurs en fait les plus iconiques de ce mouvement-là, avec Fritz Lang notamment. Un film de 1927, encore une fois un drame romantique, allégorique aussi, même relatif, pas fantaisiste, mais en tout cas pas loin, là, c'est une fable, qui met en vedette George O'Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingston et Bodil Rossing. Puis c'est ce récit-là allégorique sur un homme qui combat le bien et le mal à l'intérieur de lui. Lorsqu'une femme de la ville l'incite à l'adultère et à tuer sa femme, il va retomber finalement en amour avec sa femme, qu'il va tenter de tuer, jusqu'à ce qu'un drame vienne chambouler leur nouvelle amour, on va dire ça comme ça, là. Je sais pas comment le dire. 3 films, c'est ça qui, si on les compare avec les 3 de meilleurs films, tout simplement, là, qui étaient The Racket, Seventh Heaven et Wings, 3 films, tu sais, plus standards, disons, dans leur forme. Un, c'est un film de gangster, là, que tu as une espèce de mélodrame, puis l'autre qui est un film de guerre, hein, qui est bien populaire à Hollywood. Ben, ces 3-là se distinguent vraiment. Chang, évidemment, en premier, parce que c'est le premier et le seul documentaire à être nommé pour le meilleur film. Ouais. Ensuite, The Crowd, tout simplement parce que les thématiques à l'époque, c'est un peu l'image qu'on s'en fait en fait de Hollywood à cette époque-là. C'était toutes les productions étaient joyeuses, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, là, mais tout est romancé, romantisé, en tout cas, puis The Crowd, en fait, c'est comme un peu le contraire de ça. On s'intéresse à l'américain moyen, puis on cherche à présenter, en fait, pas nécessairement ses défauts, mais juste s'intéresser à la vie quotidienne d'un couple dans ce cas-ci, mais surtout de John Sims. Puis c'était quelque chose qu'on voyait pas vraiment, là, des pièces de théâtre, c'est toujours un peu pas caricatural, mais c'est toujours plus grand que nature, il se passe toujours plein d'affaires puis tout, puis ça c'est pas du tout ce qui se passe. Puis dans l'aspect visuel aussi, il y a plusieurs choses à noter. Puis Sunrise, c'est déjà là un film, une fable, comme je l'ai dit, mais c'est aussi un film expressionniste allemand, donc déjà il y a un peu plus de style que les autres films en nomination pour meilleur film, là. Wings était très bon techniquement, mais il y a pas... il y a quand même certains éléments, mais mettons The Racket est un film très conventionnel, disons, quasiment une pièce de théâtre filmée. Donc, mais ici, ces 3 films-là se distinguent vraiment des 3 films en nomination pour meilleur film. Qu'est-ce que tu as pensé, là, justement, de ces films-là? Écoute, on va commencer par Chang, parce que c'est le premier dans notre fichier. De la même façon, en fait, que Nanook. Chang, qui est un documentaire quand même vraiment le fun à regarder, puis en même temps, un peu difficile aussi. Tu sais, on dit, il y a quand même des moments qui sont stagés, on a créé des miniatures du village, puis on l'a fait détruire par des bébés éléphants. Tu sais, il y avait quand même des choses pas très fair dans ce film-là aussi. Justement, on voit plein de pièges en action pour tuer des animaux, mais en même temps, on peut comprendre la famille, parce que, tu sais, j'ai pas vraiment le goût de me faire attaquer par une panthère, même si je trouve ça plate qu'elle se fasse avoir après dans un piège, puis qu'elle puisse plus grimper sur les murs de cette espèce d'enclos-là. Je trouve ça vraiment horrible d'attaquer des éléphants de même, puis de les enfermer là,
dans un autre gros enclos, mais en même temps, mais il y a quand même l'ingéniosité de le bâtir. Tout est quand même bâti assez rapidement. Ils se font détruire leur village vraiment comme 10 fois dans le film, puis ils rebâtissent toujours des maisons, puis cette espèce d'ingéniosité-là de bon, mon échelle, faut pas qu'elle traîne, faut que je la remonte, puis ça. Fait que c'est le fun d'avoir cette fenêtre-là sur cette époque-là. Par contre, en fait, tu sais, je pense que le fil conducteur, c'est un peu ça, c'est de montrer l'humain contre la nature. Puis, tu sais, en Amérique, il veut posséder des villes et tout, donc il est allé dans un coin reculé pour montrer des gens qui vivent de façon plus traditionnelle. Puis c'est ça, essentiellement, c'est de présenter leur quotidien, mais leur quotidien qui est vraiment comme exotique par rapport à l'auditoire américain ou européen. Là. Je sais pas si le film a tourné en Europe, mais tu sais, c'est ça, c'est de présenter cette espèce d'exotisme là qui était très à la mode, je pense, dans ces années-là, dans les années 20. Là. Ben oui, puis tu sais aussi on a reproché à Nanook aussi d'avoir stagé des trucs. Ici, on a tourné sur à peu près 1 an et demi. Il y a des scènes par contre qui ont dû être faites au zoo dans Central Park. Fait que tu sais on n'est pas à même place mettons, mais c'est le fun quand même. Puis c'était un beau film quand même impressionnant aussi pour l'époque. On pensait qu'il était perdu aussi là jusqu'à temps qu'on retrouve une copie en 98. Puis tu sais il y a quand même des scènes impressionnantes. Il y a une scène justement où le troupeau d'éléphants fonce sur la caméra. Tu sais c'est ça, malgré certains côtés moins éthiques de ce film-là, je le disais, là, qu'on a capturé des animaux, on les a un peu mis en danger, des fois tués aussi. Tu sais, on le voit jamais, mais on le devine assez bien là, quand on tire dans un trou que l'animal vient de tomber dedans. Ben, on en voit des animaux morts qui se font tirer. Ouais, mais pas tant que ça non plus. Mais c'est pas cruel à proprement dit, parce qu'on les torture pas nécessairement, mais non, c'est pas facile à voir. C'est quand même assez naturel aussi, j'imagine, pour les gens qui doivent justement se nourrir, chasser, tout ça. Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué nécessairement, puis on le vit plus non plus. Fait que c'est pas quelque chose à quoi on est habitué nécessairement. Sinon, peut-être pour conclure avec Chang, en fait, outre son aspect novateur, disons, pour l'époque, ce qui marque, c'est que c'est un des premiers films à avoir tourné sur une bobine, presque totalement ou totalement, en fait, sur une bobine panchromatique, là, qui est comme, parce qu'à l'époque, c'était tous des films en noir et blanc, puis quand quelque chose était sombre, tu le voyais noir, puis quand quelque chose était clair, tu le voyais blanc, essentiellement, mais panchromatique, en fait, c'est toujours une bobine en noir et blanc, mais qui permet des différentes teintes de blanc, foncé, pâle, gris, en tout cas, il y a plusieurs teintes, puis c'est un procédé qui était quand même un peu révolutionnaire pour l'époque. Puis je pense que considérant aussi l'absence de la catégorie du meilleur documentaire, je comprends la nomination là-dedans, parce que, tu sais, de le nommer comme meilleur film, alors que, tu sais, c'est pas la plupart c'est des films de fiction, on savait pas trop où la mettre. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a créé cette catégorie-là, pour mettre tous les films qu'on sait pas trop où mettre. Puis ce qui expliquerait en fait pourquoi est-ce qu'on a mis un documentaire là-dedans. Mais bon, les documentaires par la suite vont disparaître. Puis je sais pas exactement quand est-ce que la catégorie va apparaître, là, mais je pense que c'est comme quelque part dans la fin des années 30. Mais ça va être intéressant à suivre effectivement. Puis c'est ça, il y a plein de scènes spectaculaires. Tu sais que vous, pas que vous avez jamais vu nulle part, là, si vous avez vu n'importe quoi, là, tous les documentaires animaliers là, qui jouent à la TV ou sur Netflix, c'est rien qui va vous impressionner tant que ça, mais pour l'époque, c'est ça, c'était quand même assez exotique, et on raconte que c'est ça, la plupart, un des 2 réalisateurs a eu à malaria tout le long, puis en tout cas, c'était pas un tournage facile, comme on peut s'y attendre non plus, mais ça faisait suite aussi à leur autre documentaire qui avait bien fonctionné, Grass, A Nation's Battle for Life, qui suivait des nomades, en fait, là, en Iran, en tout cas, quelque chose comme ça, mais ce film-là, Grass, est considéré comme un des plus grands documentaires aussi. 1925, je crois, il est dans les 1001 films à voir, donc on peut pas le voir parce que les Oscars commencent en 1929, mais un jour, peut-être qu'on pourra l'écouter parce que ça a l'air le même genre de documentaire, mais c'est ça, plus centré peut-être sur l'humain, ou en tout cas, je sais pas. Mais Chang, j'ai quand même bien aimé ça aussi, je l'avais déjà vu avant. Puis là, je l'ai revu. Il passe très rapidement aussi, 1h06, quelque chose comme ça. Fait que ça s'écoute très bien. Puis c'est une bonne vue. The Crowd, maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé? Je pense que je l'ai déjà dit là, à quelques reprises. The Crowd, c'est pas un film qui est super positif. C'est pas... tu sais, on commence avec l'espèce d'idée... Puis ça commence quand même assez drôle. Tu sais, le rythme est rapide. On voit John Sims dans une espèce de grande salle où il travaille au même rythme que les autres. Ça fait penser un peu à The Apartment. 30 ans plus tard, là, mais on se comprend. Puis ça a l'air drôle, ça a l'air le fun, c'est attachant, puis tout ça. Puis finalement...
c'est pas long avant que ça tourne au vinaigre, cette histoire-là, puis il y a comme jamais vraiment de positif dans le film, puis c'est vraiment plate, en fait, parce que on commence le film en nous disant que son père pensait qu'il était destiné à une grande vie, puis à être quelqu'un qui allait se démarquer, puis tout ça, puis là, on se dit, bon, mais cool, ça va nous présenter comment c'est possible, comment c'est arrivé, puis finalement, non. Puis c'est juste comme... Le gars est du même niveau que tout le monde, il se détache pas de crowd, justement. Il est pas, c'est pas un bon mari, c'est pas un bon employé, il lâche ses jobs parce qu'il se trouve maltraité ou pas au niveau où il devrait, ou tu sais. Puis t'as sa femme là-dedans, sa pauvre femme qui essaye juste d'avoir une vie le fun, tu sais, puis qui est dévouée à sa famille, à ses enfants aussi, parce qu'ils vont avoir des enfants. Puis il lui rend jamais ça. C'est vraiment un film horrible à regarder, pour vrai. J'ai pas eu de fun, là. Puis je le disais dans d'autres capsules aussi. J'étais un peu comme Mayer là-dessus, là. La toilette m'a pas tant dérangé que ça, mais tabarouette, c'est pas le fun. Regardez ça, puis je l'avais déjà dit, je le répète encore, que au final, ça fait un peu penser à The Pursuit of Happiness, mais il n'y en a pas de dénouement, le fun, tu sais. Le film se termine de façon assez ouverte sur, bon, qu'est-ce qui les attend, puis tout ça. On peut se faire notre propre idée de ça, puis finalement, on n'a pas tant l'impression qu'on vient de voir un épisode puis que ça va aller mieux, là. C'est juste comme, ça continue d'être de même, il voit la vie autrement, puis finalement, tu sais, il décroche une job qui a jugé toute sa vie, puis finalement, il a pas vraiment le choix de la prendre parce que c'est la seule façon d'avoir de l'argent, puis c'est correct qu'il le fait, mais comme on sait que ça fait pas tant son bonheur, tu sais, il y a rien en fait qui nous accroche dans le positivisme dans ce film-là, puis moi j'ai besoin d'être la fin est positive. Ben non, pas oui. Ben non, mais c'est ouvert là, je sais pas, c'est pas complètement fermé dans on sait où est-ce que ça s'en va, mais c'est comme pas le fun, là. C'est pas des grandes finales hollywoodiennes comme on connaît, puis tout, puis je pense que j'ai besoin de ça. Fait que c'est ce que j'en ai pensé. Moi c'est tout le contraire, parce que moi j'haïs ça, les faits hollywoodiennes, puis les choses qui vont bien et tout, fait que j'ai évidemment plus aimé ça que toi, mais parce que c'est ça, je trouve que ça représente quelque chose qui était nouveau à l'époque, c'est-à-dire la vie des gens normaux, disons, puis c'est un film, surtout avec du recul, évidemment, qui représente bien l'espèce d'optimisme des Roaring Twenties, là, qu'on appelle, là. C'est pas les années folles, c'est pas exactement la même chose, mais c'est essentiellement ça, qui vont se terminer assez abruptement avec le crack boursier de 1929, mais c'est ça présente vraiment l'espèce de mentalité américaine de vouloir accéder au rêve américain, mais au final, il y a très peu de gens qui peuvent y accéder. Puis ça, c'est une des histoires d'une personne qui essaie d'y accéder puis qui n'y arrive pas, ou à peu près pas, là. Il va gagner un concours qui va lui donner de l'argent, puis en tout cas, ça va toujours bien et mal en même temps. Qui vont dépenser super vite puis qui économiseront pas. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça, là. C'est que tout est contre eux. Il y a jamais rien qui les fait avancer, puis ils sont toujours coincés. Il y a pas d'évolution dans ce film-là. Une petite quand même, mais, une évolution. Mais pas... mais c'est que je pense qu'il y a plus de gens qui se reconnaissent dans ce film-là que dans les autres films américains, parce que il y a personne, tu sais, c'est toujours des histoires de one in a million, puis ici, c'est les histoires de a million to one, ou en tout cas, le contraire, là, vous comprenez, mais tu sais, c'est ça, ce mouvement-là, montrer la vie banale, tu sais, retourner aux sources puis moins au studio, des trucs comme ça, tu sais, c'est un peu la prémisse de la nouvelle vague française, mais 30 ans avant, ce qui est quand même assez novateur. Il y a sûrement d'autres films aussi qui vont aborder ces thématiques-là par la suite. On va le découvrir peut-être dans d'autres éditions des Oscars, mais Jean-Luc Godard, justement, s'était fait poser une question par rapport à ça, puis il a dit, ben là, à quoi ça sert de montrer la vie banale des gens? Ça a déjà été fait dans The Crowd, fait qu'on n'a plus besoin de le faire. Puis, tu sais, c'est ça. Jean-Luc Godard, qui est un des instigateurs, évidemment, de la nouvelle vague. Donc, moi, j'ai vraiment quand même aimé ça. Il y a quelques beaux plans spectaculaires aussi. Il y a eu des caméras cachées un peu partout à New York pour montrer vraiment les vraies foules, en fait, le vrai nombre de gens, parce qu'on a vu Speedy, par exemple, qui se passe aussi à New York, où là, c'était quand même assez crédible, j'ai l'impression, mais je pense qu'on sentait que c'était dans un studio, en tout cas, pas loin d'un studio. Il y avait du monde, mais pas tant que ça. Mais ici, tu sais, c'est vraiment authentique. C'est vraiment cet esprit de foule-là, puis tu sais, les décors, qui, tu l'as mentionné, là, ça fait... Ben, ça... En tout cas, The Apartment, il a payé hommage, notamment dans la scène du bureau. Allez voir des images, là, mais il y a des beaux travelling sur des plans, sur des gratte-ciels. Évidemment, c'est New York avant le World Trade Center, avant l'Empire State. Donc,
une époque où il y avait plus ou moins de buildings, puis là on a pris le seul building de l'époque aussi là, qui était immense, en tout cas qui fait passer à Metropolis d'une certaine façon, mais c'est ça, tu sais, au niveau visuel, il y a vraiment quelque chose de particulier, ce film-là. Puis au niveau des thématiques, c'est ça, c'est très homme, c'est ça, c'est très, c'est comme un film sur la majorité silencieuse, essentiellement. Tu sais, c'est de l'adultère, ben, pas vraiment de l'adultère, mais en tout cas des tentations. D'adultère, ouais. Tu sais, c'est un homme qui traite pas bien sa femme, puis ce qui devait être le cas dans le 3/4 des ménages, ou à peu près. Fait que, tu sais, c'est vraiment... puis Vidor a pu faire... À l'époque, c'était considéré un film expérimental, mais il a pu faire ce film-là parce qu'il avait fait des succès commerciaux avant pour le studio. Celui-là, évidemment, sera pas un succès commercial, mais il fait quand même partie des 1001 films à voir avant de mourir. Puis je comprends un peu pourquoi, mais c'est sûr que c'est pas le plus dynamique, c'est pas le plus rassembleur des films, assurément pas, mais je crois vraiment là, c'est pas un ovni, mais c'est vraiment quelque chose de particulier dans le patrimoine cinématographique de l'époque. Puis on termine avec Sunrise aussi, là, qui est un film un peu importé, là, parce que honnêtement, ça aurait dû être en allemand, ce film-là, puis ça aurait dû... on n'aurait jamais dû en parler nécessairement de ce film-là, mais il s'est fait connaître parce que c'est F.W. Murnau qui l'a fait, qui est arrivé aux États-Unis, en fait, par William Fox, l'invitation de William Fox, qui l'a signé pour une couple de films. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tu disais que t'avais plus ou moins aimé ça aussi. Non, mais en fait, Sunrise est quand même vraiment bon. Par contre, je trouve que il y a rien d'exceptionnel. On présente encore une fois une situation normale moyen, là, parce que c'est ça, le gars essaie de tuer sa femme, en fait veut tuer sa femme, puis finalement a comme une prise de conscience, le fait pas, puis là c'est comme leur reconquête, dans le fond, là, ils vont se redécouvrir puis tout, puis mais au final, le film se passe dans 2 lieux, là, tu sais, on va à, je pense que c'est Coney Island. Non, c'est jamais mentionné, il y a jamais rien qui est mentionné. Mais tu sais, c'est des manèges, là, c'est essentiellement la même chose que Speedy, justement. Ils s'en vont passer la journée dans des manèges, puis ils reviennent, mais ils vont comme en bateau qui conduisent eux-mêmes, là, puis après ça, il y a une tempête, puis le bateau crash, si on veut, puis là, c'est un peu sortir de ça, mais il y a pas assez de lieux, il y a pas assez d'événements, il y a pas... C'est le fun, c'est cute, leur histoire, mais je trouve que de le mettre dans cette catégorie-là, c'est beaucoup lui donner alors qu'il fait pas grand-chose. Puis je sais que t'es pas d'accord avec ça, mais tu sais, oui, les décors sont beaux. Il y a certains effets qui marchent moins bien que les autres. Là, on les voit marcher dans la rue, puis il y a des autos qui passent à côté, puis là, tu sais, ça leur roule dessus, mais ça le fait pas vraiment. Tu sais, il y a comme plein de juxtapositions, de photos, si on veut, qu'on essaie de faire passer pour des choses réelles qui le sont pas, puis ça paraît, là, mais bon, peut-être qu'à l'époque, c'était moins apparent. Mais je trouve que le récit est juste trop simple. En fait, c'est cute à regarder, mais il se passe rien, puis ils vont nulle part, tu sais, puis je trouve que il y a d'autres films qui ont plus de mérite. Bon, The Crowd, j'ai beau pas avoir trippé dessus tant que ça, il y a quand même une vraie histoire qui se passe sur plus que 2 jours, tu sais, il y a quelque chose de plus dans ce film-là, puis ici, je trouve qu'on lui donne beaucoup à Sunrise pour, je sais ça, à mon avis, pas grand-chose, mais je sais que toi, c'est pas ton avis. Non, mais c'est sûr que oui, aujourd'hui, probablement que ce film-là peut être fait en court-métrage, puis ça finit là, mais comme la plupart des films muets aussi, je pense qu'il peut pas juste seulement reposer sur son scénario, parce que surtout qu'il faut lire essentiellement, puis F.W. Murnau détestait les intertitres, fait que plus on avance dans le film, moins il y en a, puis d'ailleurs, je pense que c'est peut-être l'un des premiers réalisateurs à avoir fait un film sans intertitres totalement, mais c'est un film allemand, mais allez voir ça, mais c'est ça... Je trouve que c'est ça, un film muet doit apporter quelque chose d'autre que son scénario, mais c'est sûr que quand il y a mettons Wings, il y a une très belle histoire aussi, puis c'est bien fait. Puis il y a des aspects techniques aussi, mais celui-là, c'est ça, lui aussi, il n'y avait pas de film hollywoodien vraiment comme ça, aussi oui, c'était des films, des réalisateurs qui se basaient sur les œuvres de Murnau sorties avant en Allemagne, puis que d'avoir fait un film américain comme ça avec une des plus grandes stars de l'époque, Janet Gaynor, qui est quand même très bonne là-dedans, qui joue un rôle, on pourra en revenir dans l'épisode sur les meilleures actrices, mais en fait, meilleure actrice, mais
elle joue un rôle, tu sais, un peu opposé à ce à quoi on la connaît. C'est un mélodrame, mais tu sais, elle joue un personnage un peu asexué. Tout le monde joue en fait un personnage un peu anonyme. C'est pour ça que je le compare à une fable ou quelque chose comme ça. Mais tu mentionnes qu'il y a juste 2 lieux, effectivement, mais la ville a été construite totalement dans un décor, ce qui est pas impressionnant peut-être aujourd'hui, mais à l'époque ça l'était, puis ça a coûté cher, puis il a fallu qu'il le rentabilise en faisant plein d'autres films dessus. Mais c'est ça, il y a vraiment une esthétique qui allie, puis ça on va pouvoir revenir aussi dans la catégorie meilleure cinématographie, mais il y a vraiment une esthétique qui allie expressionnisme allemand puis impressionnisme français, surtout les scènes dans les marais et tout, là, c'est pas des natures mortes, là, mais tu sais, c'est vraiment très bien filmé, puis je trouve que ça a vraiment une plus-value. Effectivement, l'histoire, il se passe pas grand-chose, puis c'est assez simple comme récit, mais c'est un peu une histoire d'horreur, c'est un peu une histoire d'amour, c'est vraiment particulier, puis c'est un film, je comprends totalement la nomination dans cette catégorie-là, parce que c'est un film qui fit nulle part ailleurs, mais non, j'ai vraiment aimé ça, mais t'sais, au moins il dure pas 2 heures. Là. 1h30, oui, il se passe pas grand chose, mais au moins ça passe relativement vite. Alors que c'est ça. The Patent Leather Kid, il se passe à peu près le même nombre d'affaires dedans, puis ça dure 2h20. Fait que, à ce niveau-là, je le trouve quand même réussi, mais je comprends tes points, effectivement. Puis, je les partage dans une certaine mesure, mais c'est ça, moi, il est peut-être venu plus me chercher. J'aime ça quand les plans sont travaillés, quand c'est pas fait à la va-vite puis que c'est juste l'histoire qui fait avancer les trucs, le fait de présenter un film avec de moins en moins d'intertitres, ça montre que c'est les émotions qui sont plus au centre du récit puis moins l'histoire. Puis, j'ai rien contre un film sans histoire. C'est sûr qu'un film plate sans histoire, c'est encore plus plate. On n'est pas des fans de Tarkovsky non plus, qui fait beaucoup ça, là, des beaux plans, mais l'histoire laisse à désirer. Mais ici, j'ai trouvé que c'est un mélodrame typique, disons, mais très bien réalisé, très bien tourné. Puis moi, je suis pas choqué par le fait qu'il ait gagné. Toi, peut-être un peu. Ben, à qui tu l'aurais donné, mettons, ce prix-là? Là? Ben, non, mais ça me dérange pas particulièrement. Tu sais, je trouve que c'est correct, mais s'il avait été, mettons, on dit c'est comme le 2e meilleur film, s'il avait été, tu sais, justement, avec Wings, là, je l'aurais défendu en tabarouette, là, mon film. Là, mais si on les prend justement les 2 catégories ensemble, meilleur film puis meilleur film artistique, est-ce que tu l'aurais donné quand même à Wings, j'imagine? Ben, moi, Wings, là, pour vrai, il m'a jeté à terre. Comme j'arrête pas d'y repenser, c'était tellement bon. J'ai le goût de le regarder encore. Ça fait 2 semaines qu'on l'a vu. Tu sais, il y a quelque chose dans... Ça fait un petit peu plus longtemps. Ouais, un petit peu plus, ça passe vite 2 semaines. Mais il y a quelque chose dans ce film-là qui est juste tellement extraordinaire. Puis en même temps, bon, c'est sûr qu'on avait une version refaite, là, avec des couleurs, puis des explosions, des bruits, puis tout ça. Par contre, Wings, je trouve que c'est une réussite sur tous les plans. Puis si j'avais eu les 2 en compétition, j'aurais trouvé ça vraiment plate que ce soit Sunrise qui l'est, justement parce qu'on a moins de développement scénaristique, parce qu'il y a moins de personnages, il y a moins de lieux, il y a moins d'effets. Je sais que l'influence là, expressionniste allemand, c'est là, tu sais, genre on le voit là, quand il se lève dans la barque, puis on le voit être vraiment grand avec son espèce de manteau super long là, quasiment le collet relevé à la vampire là, puis tu sais on le voit là, les plans en contre-plongée, puis ça, les ombres, puis tout, c'est bien fait, mais je trouve que Wings est quand même mieux amené avec tous ces plans, son travelling, son superbe travelling là, avec les tables dans le resto, que pour vrai, c'est vraiment une belle prouesse technique pour l'époque. Puis avoir été, mettons, les 2 en compétition, j'aurais quand même voté Wings. Cela dit, c'est un bon film, c'est correct qu'il l'ait gagné, en tout cas dans les 3, je trouve que c'est quand même lui qui le mérite le plus, mais c'est sûr que quand j'en aime pas 2 sur 3, c'est un peu plus difficile de me prononcer là-dessus, mais tu sais, j'y enlève pas ce qu'il a, c'est juste que je trouve qu'on le met sur un piédestal pour pas grand-chose au final, là. Ben, je pense que c'est plus parce que c'est un film avant-gardiste pour son époque, là, tu sais, on regardait, parce que là, on les a pas mal tous vus, là, les films nommés à cette année-là, puis, tu sais, c'est quoi, le 3/4 des films, c'est des mélodrames,
le 3/4 des films se passent à peu près pendant la Première Guerre mondiale. Tu sais, c'est tous des films pareils, en fait. Là, tu sais, Street Angel, puis on l'a pas encore mentionné, mais c'est dans l'épisode, en fait, sur meilleure actrice. Tu sais, Street Angel et Seventh Heaven. Tu sais, Seventh Heaven est comme mis sur un piédestal par rapport à Street Angel, mais au final, c'est quasiment le même film. C'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes réalisateurs, c'est les mêmes décors. Fait que, tu sais, en tout cas, il y en a un qui a été mis, qui a eu 5 nominations, puis l'autre qui en a eu une. Plus, en tout cas, on y reviendra, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a plein de films pareils. Mm-hmm. Puis oui, t'as même The Crowd, je trouve qu'il est quand même relativement similaire aux autres, là, mais tu sais, c'est ça, Sunrise, puis Chang aussi, par exemple, ils sortent vraiment du lot. Ouais. The Racket t'as pas rapport là, tu sais, c'est un très bon film, mais tu sais, ça a pas... c'est The Circus, en fait, qui allait là clairement, mais tu sais, c'est ça, même The Circus aussi... Ben, il était pas si unique parce qu'il y avait Harold Lloyd qui faisait compétition aussi à cette époque-là, là, mais tu sais, c'est ça. Des films comme Sunrise, il y en a pas deux dans ces années-là, aux États-Unis du moins. Là. Donc c'est pour ça que je pense que les gens l'ont mis sur un piédestal. Puis effectivement, peut-être qu'il est un peu trop. C'est pas dans mes films favoris non plus, Sunrise, mais c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment une plus-value à être avant-gardiste. Là. J'essaie de faire un comparatif avec de quoi, tu sais, mettons, This is Spinal Tap. C'est pas. C'est l'un des premiers documentaires, c'est ça en français, mockumentary. Puis tu sais, il a pas été nominé ou rien, mais comme clairement j'ai plus de fun à écouter ça qu'à écouter peut-être pas Amadeus qui est sorti cette année-là, mais tu sais, un grand film de cette année-là aussi. Fait que tu sais, l'aspect novateur, je trouve qu'il y a quand même c'est peut-être pour ça que je pense qu'avec du recul, on y donne, mettons, plus que ce qu'il y avait. Mais... Fait que si je comprends bien, t'aurais donné le score du meilleur film à This is Spinal Tap en 84, c'est ça? Totalement. Au moins parce des nominations. Au moins ça. Des nominations, là, il y en a même pas eu une. mais entre les deux, effectivement, moi aussi, j'aurais donné à Wings parce que, tu sais, je pense qu'il y a overall, il y a plus... Il est plus complet, en fait. Ouais, c'est ça, effectivement, là, mais Sunrise, c'est ça, c'est le genre de film qui a beaucoup de qualité, mais qui a des défauts aussi qui le ramènent, qui fait un film un peu mitigé. Mais bon, voilà, c'était notre petit tour d'horizon sur les films artistiques. Donc, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve pour une autre capsule sur l'histoire des Oscars.